Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de grand dialogue spécial présidentiel malien de 2018. Un programme du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. Notre invité ce soir est M. Ousseini Amion Guindo, candidat de la Convergence pour le développement du Mali, la CODEM, à la présidentielle donc, du 29 juillet ici au Mali. Avec lui, on parlera entre autres de son projet de société, de sa vision pour le Mali de paix et sécurité ainsi que de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Et pour mener ce débat avec moi, Issa Fakaba Sissoko, donc moi-même Kolsi Angarsou. Issa, bonsoir. Bonsoir, Kolsi. Le grand dialogue. Monsieur Ousseini Amion Guindo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à quelques 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est? L'état d'esprit, je pense qu'aujourd'hui, il est bon. Il est bon compte tenu du fait que beaucoup de doutes déjà avaient été émis par rapport pour même l'organisation de cette élection. Vous l'avez dit, nous sommes à 10 jours de l'élection. C'est non sans difficulté, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont sur le terrain et tous les acteurs sont engagés pour aller à cette élection présidentielle. Mais qu'est-ce qui a motivé votre candidature? Alors, je suis candidat d'abord parce que j'ai une connaissance profonde des réalités de mon pays, parce que moi-même suis issu des entrailles de ce peuple. Personnellement, j'ai cultivé. Je suis né et grandi dans un village. Ce village, il s'appelle Bamba. C'est là où j'ai été scolarisé. J'ai marché tous les jours 8 km pour aller à l'école. À l'âge de 7 ans déjà, on faisait nos tables bancs en banco. Et sur ce chemin de l'école, pour tout dire, j'ai perdu en une semaine tous mes frères. Et demain encore, je ne sais pas de quoi ils sont morts, parce que tout simplement, il n'y avait même pas un infirmier à 80 km de rayon, a fortiori un centre de santé. Je suis né et grandi dans ces conditions. Ensuite, je n'ai étudié qu'au Mali. J'ai connu le chômage dans mon pays. Il y a 18 ans, je faisais le manœuvre à Sikasso. Je connais les difficultés de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai une connaissance de la gestion des affaires de l'État, après avoir été 10 ans député à l'Assemblée nationale, élu à Sikasso, et ensuite, après avoir occupé, c'est-à-dire pendant 4 ans, la fonction dans un gouvernement, sinon dans plusieurs gouvernements. Donc je pense non seulement avoir une connaissance réelle des problèmes de notre pays, parce que il est évident qu'aujourd'hui, il faut des enfants sortis des entrailles de ce peuple-là pour connaître le mal de ce pays, pour pouvoir le soigner. Autrement dit, celui qui ne connaît pas le mal dedans, vous avez beau lui expliquer, c'est que c'est quelqu'un qui a un mal dedans peut ressentir, il ne vous comprendra pas. Donc c'est ces deux expériences. D'abord de la connaissance de mon pays, des réalités actuelles de mon pays, les avoir vécues, et aussi la connaissance aujourd'hui des affaires de l'État, de la gestion des affaires de l'État. Donc il m'amène à être candidat aujourd'hui plus que jamais, parce que tout simplement mon pays aujourd'hui a besoin de rassemblement. Et je suis candidat pour rassembler les Maliens. Ce n'est pas la première fois que vous êtes candidat à une élection présidentielle. Quelle est aujourd'hui la particularité de votre projet de société? Est-ce le même projet que vous avez présenté en 2013 ou il y a autre chose dedans? Ce que je veux dire, effectivement, nous ne sommes pas à notre première expérience. En 2013, nous n'étions pas du tout connus, je dirais, mais nous étions dans les 5 premiers sur 28, avec 4,63%, en une période de disette électorale. Et aujourd'hui, notre parti politique, la CODEM, je ne parle pas des alliés, mais la CODEM est la troisième force politique en compétition dans le Mali. Et mieux, en termes d'ancrage social, je peux aujourd'hui dire que je suis de Sikasso, je suis de Koro, je suis de Banyangara,
je pense que très peu de candidats aujourd'hui peuvent nous dire exactement par les actes qu'ils ont posés d'où ils viennent. Donc c'est important pour moi. Donc par rapport au projet, il y a quand même eu une évolution. Vous savez, en 2013, on avait un projet, mais aujourd'hui ce projet, il a eu besoin d'actualisation. Et de ce projet de société, nous avons tiré un programme de gouvernement. Et dans ce programme de gouvernement, aujourd'hui, notre priorité, c'est effectivement de rassembler les Maliens. C'est de faire en sorte que nous puissions encore rechercher cette unité nationale et cette cohésion sociale. Pour nous, aujourd'hui, tout dépend de ça. Ok, M. Guindo, dans les motivations de votre candidature, vous avez cité un certain nombre de mots dont vous avez été victime. Est-ce que plusieurs années après, est-ce que les mêmes préoccupations existent? Et quelle est votre lecture de la situation politique, sociale du Mali actuellement? Vous savez, je suis un Malien d'en bas. Aujourd'hui encore, après 10 ans de député et 4 ans de gouvernement, mes enfants sont encore dans les mêmes écoles que les enfants des pauvres et les enfants et de familles moyennes à Sikasso. Même quand vous étiez dans le gouvernement? Ah, bien sûr. Bien sûr, jamais mes enfants n'ont été scolarisés à Bamako, à fortiori à l'extérieur. Mes enfants sont dans les écoles privées? Non, non, mes enfants sont dans les écoles publiques à Sikasso, comme les enfants des autres familles pauvres et moyennes, je dis bien. Mes enfants n'ont jamais été scolarisés à Bamako, encore moins à l'étranger. Je vis le peuple au quotidien. Et je suis conscient qu'aujourd'hui encore, des gens continuent à mourir au Mali pour moins que ça. Pour des problèmes de santé, pour des problèmes... Je marchais 8 km pour aller à l'école. Aujourd'hui encore, il y en a qui font 16 km, qui font 20 km. C'est pourquoi d'ailleurs la politique de cantine a été encouragée pour surtout aider les milieux pauvres. Donc vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle? La situation actuelle, je pense que si vous voyez des enfants du pays arriver à prendre des armes contre leur pays, je pense que c'est le désespoir qui peut l'expliquer. Chacun tient à la vie. Vous justifiez la rébellion de 2012? Je ne justifie pas, je n'explique pas, je fais un constat. Je prends aujourd'hui, dans la région de Mopti, d'où je suis originaire, je viens de 2 familles de notables de cette région, quelle que soit la lignée paternelle ou maternelle. Et dans cette région, aujourd'hui, on dit Dogon Peul. Vous voyez, moi je suis Dogon, mais on m'appelle Peul. J'ai des mamans Peul. Et le fait est qu'aujourd'hui... Si vous le permettez, la question du centre fait partie des chapitres que nous allons aborder bientôt. Mais je voudrais revenir sur vos chances d'être élu président. En 2013, vous avez eu 4,63%. Et cette année, vous croyez en vos chances d'être président. Et pourtant, récemment, il y a eu des défections dans les rangs de votre parti. Sur quoi vous fondez réellement votre... Je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, nous sommes la 3e force politique en compétition dans notre pays. Malgré les récentes vous avez entendu 1 ou 2 défections, mais vous avez aussi entendu beaucoup d'adhésions. Je préfère que vous parliez effectivement de ces adhésions. Oui, parce que important. La démission, ce n'est pas n'importe quelle démission, c'est un député. Ce député n'était pas avec nous quand j'ai parti à l'élection présidentielle en 2013. Donc ce député n'a pas pesé pour nos voix en 2013. Il est important de le savoir. Ce député a soutenu le candidat Soumaïla Cissé en 2013. Et au second tour, quand on soutenait Ibeka, ce député soutenait Soumaïla Cissé. En parlant donc, c'est pour vous dire que nos résultats de 2013 n'ont absolument rien à voir avec cela. Ce dont je peux vous parler, et qui soit clair et qui soit vrai, c'est qu'aujourd'hui encore, nous sommes la 3e force politique malienne en compétition. Et aussi, en termes d'ancrage social, nous pouvons dire que, en tout cas, très peu aujourd'hui peuvent vous montrer 3 cercles pour dire « je viens de là » et que de là, les gens me reconnaissent en tant que ressortissant de là. Ça, c'est très important. Pour certains, vous êtes le joker caché de Ibeka et qu'en cas de 2e tour, vous allez le soutenir. Bon, je pense que ça n'engage que ceux qui l'ont dit. J'étais membre du gouvernement avec le plus gros budget de la République. J'avais 5 chargés de mission. Je me suis passé de ce budget. Je me suis passé de ces 5 chargés de mission et de tous ceux qui m'accompagnaient au niveau du cabinet. J'aurais pu rester dans le gouvernement pour soutenir Ibeka si je le voulais. En 2013, j'étais déjà candidat avec Ibeka.
Donc, ce qui s'est dit, je pense que n'engage que ce qu'il y a. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous réclamez de l'opposition ou de la majorité? Mais vous savez, dès que le collège électoral est convoqué, il n'y a pas d'opposition de majorité. La loi électorale malienne a fait... Il y a eu une erreur commise à ce niveau. Sinon, tout le monde est opposé à tout le monde. Qui est opposé à qui? Chaque candidat est opposé à l'autre. Vous vous sentez proche de Ibeka? Ben, pourquoi Ibeka? Ok. Je ne sais pas pourquoi. Justement, M. Amion Guindo. Pourquoi? Je n'ai de problème. Je tiens à préciser que, étant dans le gouvernement, personne ne m'a entendu. Ne nous a entendu nous attaquer à l'opposition. Personne. Et même quand il s'est agi du vote, c'est-à-dire de la révision constitutionnelle, d'aller à la révision constitutionnelle, la position de la CODEM a toujours été très claire à la télé. Nous avons fait le tour du Mali pour dire que la CODEM n'est ni pour le oui, ni pour le non, mais demande au chef de l'État d'écouter son peuple. Un. De deux... Ça paraît flou, ça. Mais je l'ai fait étant dans le gouvernement. Okay. C'est assez clair. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de position? Ça, c'est la ligne. Ne voyez pas ma personne. Je suis non, à la tête d'un CODEM. groupe. Et quand je suis sorti du gouvernement, certains ont voulu effectivement que je m'attaque tout de suite au pouvoir. J'ai dit non. Étant avec le pouvoir, je ne me suis pas attaqué à l'opposition. Pourquoi? Parce que j'ai quitté le pouvoir. Alors, je vais aussi jouer le jeu de l'opposition pour m'attaquer au pouvoir. Non. Nous avons notre chemin. Et nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de tous ses fils. Le Mali a besoin de rassembler tous ses fils pour faire face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur Guindo, en 2013, vous avez soutenu au second tour le président Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui vous a valu d'être dans son gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous pensez que vous avez fait une erreur de choix? Pas du tout. Je pense qu'en 2013, quand on soutenait Ibeka, 37% des Maliens avaient déjà montré la voie. Nous avons conforté le choix du peuple. Nous avons fait 4 ans de gouvernement et je pense que j'assume ma part de bilan. J'ai fait le ministère des Sports. Premièrement, je note que dans toutes les disciplines pratiquement sportives du Mali, il y a eu des performances. Des performances jamais égalées de 1960 à nos jours. La crise du football. Et j'en arrive là. Deuxièmement, vous savez, il n'y avait pas de loi, aucune loi qui régissait le sport au Mali. Aujourd'hui, il y a une loi qui régit le sport au Mali et cette loi porte le nom Husseini Amion Guindo. Troisièmement, quand je venais, il y avait une crise du football qui avait commencé. Et après l'intervention de tous les Maliens, vous et nous et tout le monde, toutes les notabilités, le chef de l'État, tout le monde, j'ai montré la voie. Et la voie que j'ai montrée n'a pas été acceptée. Et on est revenu à la voie que j'ai montrée à la fin. Donc ça veut dire que j'ai eu raison. J'ai eu tort d'avoir eu raison trop tôt parce qu'on est revenu 2 ans après à ce que j'avais proposé. Et c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai fait l'éducation nationale, j'ai fait 4 mois. Et à l'éducation nationale, en un mois, quand j'arrivais pour les élèves, et pour le paiement des élèves, des écoles privées seulement, alors il y avait un budget de 41 milliards qui m'avait été proposé. En un mois de fouilles, nous avons pu sortir plus de 9000 noms fictifs qui n'existaient pas et faire une économie de plus de 8 milliards pour l'État du Mali. Nous avons servi l'État et personne, que ce soit au sport ou à l'éducation, n'a entendu M. Husseini Amion Guindo dans une affaire d'argent ou dans une affaire de marché. Je pense que le plus important, c'est d'avoir servi son pays et non une personne. Oui, on sait que 2 gros mots minent quand même la vie socio-économique et politique du Mali. La mauvaise gouvernance, la corruption. Vous, au ministère de l'Éducation nationale, vous avez pu déceler des étudiants ou peut-être des fonctionnaires fictifs, si ma mémoire est encore bonne, environ 10 000. Est-ce que vous, président de la République, prendrez des mesures contre ce genre de pratiques? Je suis candidat pour l'élection de la présidence du président de la République pour tous ces mots. Mais pendant que vous étiez au gouvernement, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller au bout? J'ai été au bout, je vous l'ai dit déjà, pour ce qui concerne les élèves et affectés aux écoles privées, nous avons pu biffer plus de 9000 noms fictifs, des noms qui n'existaient pas, et faire une économie de 8 milliards. Pour ce qui concerne les enseignants, nous avons organisé un contrôle physique pour vérifier exactement le nombre d'enseignants qu'on a dans les classes sur le terrain, et surtout dans les milieux pauvres, parce que ce que nous avons évalué, c'était les enseignants des écoles communautaires. C'est à ce niveau qu'on avait 16 000 dossiers
d'enseignants, d'élèves, d'enseignants, de maîtres d'enseignants, de maîtres d'écoles communautaires à intégrer. Et sur le terrain, il y avait effectivement moins de 6 000 enseignants dans les classes. Donc, ce travail, nous l'avons commencé. Ce travail, je pense que l'État est une continuité. Et je pense qu'au niveau de l'éducation, c'est-à-dire cette démarche a été enclenchée et je ne vois pas. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas là que ce travail ne doit pas se faire, mais je pense que c'est pour le bénéfice de tout le pays. Et parce que notre conviction, c'est qu'on ne peut même pas gérer un département ou un pays, on ne peut pas gouverner sans réellement maîtriser ce qu'on a. Okay. Personne ne sait aujourd'hui exactement ce qu'on a comme élève dans les classes. Personne ne sait ce qu'on a comme enseignant. Okay. Et donc c'est très difficile aujourd'hui, malgré les 37% que le Mali accorde à son école, qui est plus fort. Le Burkina c'est 20%, le Niger 18%, le Sénégal 25%. Le Mali à 37% aujourd'hui encore ne parvient pas à satisfaire. La transition est donc toute trouvée pour aborder les axes de votre projet de société. Autour de quel axe s'articule ce projet-là? Vous savez, pour nous aujourd'hui, tout ce qui s'est dit, lutter contre la corruption, c'est vrai, sont aussi importants. Mais le plus important aujourd'hui pour nous, c'est d'abord de rassembler les Maliens. Quand je parle de rassembler les Maliens, c'est d'abord de retrouver l'unité nationale. C'est de retrouver la cohésion sociale. On a parlé d'école tout de suite. Un candidat peut venir vous dire « je vais régler l'école ». Mais comment il va régler l'école alors qu'il n'a même pas de pays? Comment il va régler l'école alors que sur 2/3 du territoire, les enseignants ne sont pas dans les classes pour des raisons d'insécurité? Comment on va régler la santé pendant que sur les 2/3 du territoire, on ne peut pas aujourd'hui fixer les médecins? Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'abord notre unité nationale et la cohésion sociale dans le pays. Comment parvenir à cette unité? L'unité nationale, oui. D'abord, c'est l'application de l'accord. C'est un des éléments qui peuvent permettre aujourd'hui la cohésion sociale. Il est important de prendre en charge, pour cette unité nationale, aller d'abord à l'apaisement politique. L'apaisement politique suppose aussi un gouvernement de large ouverture ou un gouvernement d'union nationale. Si nous sommes élus, c'est ce que nous allons faire. Et aller rapidement à l'application de l'accord. Et mieux, la cohésion nationale pour nous, c'est aussi de doter ce peuple-là d'enfants auxquels ils ont confiance. Je suis convaincu que si demain, je suis président de la République, aucun Dogon, ni aucun Peul de la région de Mopti ne tirera un coup de fusil. Parce que chacun d'eux se sentira protégé. J'y étais. Monsieur Guindo, vous dites que vous allez rassembler les Maliens, favoriser l'unité en vous servant de l'accord pour la paix et la réconciliation. Entre autres. Or, une partie des Maliens recuse cet accord-là. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances de réunir les Maliens en vous servant de cet accord-là? Je pense que cet accord, je ne sais pas, vous dites qu'une partie des Maliens est contre cet accord. Lors de la signature, on a vu les manifestations à Bamako. Je pense que il faut d'abord, comme je l'ai dit ici, calmer les fronts politiques. Il y a beaucoup de manifestations liées à tout ça qui n'ont aucune motivation que des motivations politiques. Et aujourd'hui, si le Mali est fragile, c'est à cause de ces divisions politiques. Il y a des ennemis du Mali qui viennent à Bamako ici, souvent qui sont payés par ceux qui sont opposés pour juste les braquer contre le pouvoir. Et le pouvoir aussi, souvent les paye, souvent avec de l'argent du contribuable pour essayer de les braquer contre d'autres personnes. Finalement, nos divisions internes ici font que difficilement on pourra faire face réellement ensemble à quelque chose. Ok. Mais M. Guindo, est-ce que cette polémique de la classe politique dans ce marigot politique n'est pas finalement le jeu démocratique qu'il faut tolérer pour que la démocratie avance? Mais je suis entièrement d'accord pour le jeu démocratique. Le jeu démocratique exige effectivement, c'est-à-dire que chacun accepte, voilà, qui est d'adversité politique, qui est d'opposition de vision, mais qui n'est pas aujourd'hui tel que notre pays est, qui n'est pas d'animosité. En réalité, nous n'avons pas de pays. Il faut aujourd'hui d'abord restaurer l'État. Okay. Il faut restaurer l'État, et l'État ne se restaure pas avec des avions et avec des BRDM. L'État se restaure par la confiance. C'est par la confiance que l'État peut se restaurer. Si les populations se sentent réellement
c'est-à-dire protéger, sinon, en tout cas, se sentent réellement en leur gouvernance, se reconnaissent en leur gouvernance, je vous avoue qu'ils n'ont pas besoin d'aller vendre leurs milles. Le Dogon n'a pas besoin d'aller vider son grenier pour payer des cartouches. Le peuple n'a pas besoin d'aller vendre son troupeau pour payer des cartouches. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne se sent en sécurité. Et je sais de quoi je parle. Mais est-ce que ce n'est pas un désaveu de la classe politique malienne? On sait que si au nord comme au centre, les gens prennent les armes, c'est par la faute des politiques qui ne sont pas parvenus à réunir tout le monde. Vous savez, je ne m'attaque même pas à un régime. Ce dont je parle n'est pas dirigé contre le régime, mais est dirigé contre un système qui n'a que trop duré. Quand l'État était là, par les hommes politiques. Quand l'État était là, je prends dans le centre toujours, mais quel État on avait? C'était l'État qui retirait le champ de quelqu'un. Parce que tout simplement, on est venu faire un versement d'argent pour donner à un autre. Le lendemain, l'autre va faire d'autres versements d'argent, on retire le même champ, on le remet à l'autre. C'est l'État, en réalité, dans son dysfonctionnement, qui a opposé très souvent. Je préfère qu'on revienne sur les axes de votre projet de société. Quelle est la place de la sécurité et de la défense dans votre projet de société? Concrètement, je pense qu'aujourd'hui, la sécurité, quand je parle de cohésion sociale, je pense que la cohésion sociale est un facteur de sécurité. Je sais de quoi je parle. La cohésion sociale aujourd'hui, d'abord, peut passer par l'application de l'accord. Aujourd'hui, dans notre pays, que ce soit dans le nord ou que ce soit dans le centre, des populations cotisent pour payer des djihadistes pour les protéger. Cotisent pour payer les forces du mal, souvent, pour les défendre. Maintenant, parce que tout simplement... Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il n'y ait plus ça? C'est pourquoi je parle d'abord de se battre pour, d'abord de rassembler les Maliens, d'aller à une cohésion, de rechercher d'abord la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, je l'ai dit, il faut d'abord faire en sorte que cet accord il soit conclu. Il faut faire en sorte que dans le centre, ce qui aujourd'hui ressemble à un conflit intercommunautaire ne le soit pas. Parce que tout simplement, ça peut aller à cela. Il faut endiguer très rapidement ces fléaux dans le centre. Maintenant, après, je suis de ceux qui sont convaincus que la sécurité ne se fait pas avec des BRDM. Dans notre projet de société, dans notre programme de gouvernement, nous avons prévu la création d'unités spéciales. Et nous avons prévu le renforcement des renseignements. Nous avons prévu au niveau sous-régional de faire en sorte que le Mali soit l'un des maillons les plus forts du G5 Sahel. Maillon fort comment? En réconciliant d'abord cette armée avec elle-même d'abord. Et ensuite avec son peuple. Donc voici entre autres les mesures que nous comptons prendre effectivement pour aller... Je suis convaincu d'une chose, dans un Mali réconcilié, dans un Mali qui connaît la cohésion sociale, un terroriste n'aura nulle part où se cacher. Mais dans ce Mali qu'on a aujourd'hui, les gens préfèrent se cacher derrière le terrorisme. Et rassurez-vous, ce n'est pas des avions militaires, ce n'est pas des BRDM qui vont ramener ça, c'est seule la confiance qui pourrait ramener effectivement. Donc vous allez négocier avec les groupes djihadistes? Je n'en ai pas parlé. Non, je pose la question. Je n'ai pas parlé de négocier avec des groupes djihadistes. Oui, vous avez dit que le problème ne se résout pas avec les BRDM, avec les Kalachnikov. Mais bien sûr. Ça va se résoudre bien avec sûr, quoi? j'ai dit que ça se résout d'abord par la cohésion sociale, par un Mali réconcilié. Donc, ça, c'est pour moi le plus important. Donc, je n'ai jamais parlé de négocier avec un djihadiste. J'ai dit que, tout simplement, que la sécurité au Mali, l'élément le plus déterminant de la sécurité, c'est d'abord cette unité nationale et cette cohésion sociale. C'est l'élément le plus déterminant. Ensuite, on peut ajouter à ça le renforcement des renseignements et la création d'unités spéciales. Maintenant, ça, c'est à un niveau national. À un niveau sous-régional, c'est-à-dire renforcer le G5 Sahel et faire en sorte que le Mali qui l'abrite ne soit pas son maillon faible. Et au niveau international, accepter tous les autres types de coopération en préservant les acquis. Il s'agit de cela. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a opté pour la terreur. Quand on opte pour la terreur, il n'y a pas de place à cela. Mais nous savons aussi très bien qu'aujourd'hui, la confiance retrouvée peut aussi déradicaliser beaucoup de gens.
Mais tous ces programmes demandent énormément de moyens. Où allez-vous trouver de l'argent pour financer votre programme? Je pense que c'est le programme qui demande le moins de moyens. Aller à l'application de l'accord, je pense que ça ne demande pas trop de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, oui, réconcilier les communautés, je ne dis pas les communautés, mais comme je l'ai dit, il y a des conflits. Mais notamment la création des forces spéciales et le renseignement, ça demande énormément de moyens. Mais bien sûr, les forces spéciales aujourd'hui existent. Il faut les créer davantage. Maintenant, le renseignement, il existe aujourd'hui, il faut le renseigner. Moi, je connais le budget alloué au renseignement. Et je sais qu'on peut aller... Il est de combien? Je sais qu'on peut aller au-delà. Honnêtement, ne comptez pas seulement pour venir dire ici le budget alloué au renseignement du Mali. Mais je sais qu'on peut aller au-delà. On peut faire mieux. Et je suis convaincu que c'est plus efficace que l'achat d'avions ou de BRDM. Pour certains, ce budget est très faible. Combien vous allez ajouter pour aller à combien? Je pense qu'il faut doubler même le budget de renseignement. Je pense qu'il faut aujourd'hui réduire même à la limite tout ce que nous sommes en train de faire pour pensant qu'on fera face à cette guerre-là avec des avions ou des BRDM et aller surtout à renforcer les renseignements. Quelles vont être vos relations, vous, président de la République, avec un pays particulier comme l'Algérie, qui avait tantôt des relations glaciales, tantôt froides, tantôt chaudes avec le Mali? Vous allez continuer à dialoguer ou opterez-vous pour une méthode forte? Je pense que l'Algérie est un voisin du Mali, un voisin important du Mali. Mais qui a servi d'un moment à l'autre quand même de base arrière au groupe djihadiste et rebelle. Historique. Maintenant, l'Algérie pour moi aujourd'hui, au-delà du Mali, sur la scène africaine, dans la scène sous-régionale, l'Algérie est un pays en réalité aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser de côté. Ce n'est pas possible. Nous ferons en sorte que les liens qui ont toujours existé entre l'Algérie et le Mali, que ces liens-là soient consolidés. Mais comme je l'ai dit, nous tenons à des liens vraiment de complémentarité. Nous ne sommes pas dans les liens de subordination avec aucun pays au monde. Okay. Monsieur Guindo, vous avez été ministre de l'Éducation nationale et vous avez décrit ce que vous avez appelé des enfants qui étudient dans des situations difficiles. Dans votre projet de société, comment comptez-vous changer ces mots que vous citez il y a quelques minutes? Vous savez, dans notre programme de gouvernement, nous avons parlé de lutter contre les inégalités sociales. Quand on parle de lutter contre les inégalités sociales, ça veut dire que c'est de soutenir les plus faibles. Soutenir les plus faibles, c'est au plan social, mais même au plan régional. Nous avons parlé de ces disparités régionales, mais de ces disparités aussi sociales. Il s'agit de faire en sorte d'abord quand j'étais ministre de l'Éducation, je me suis battu pour que les écoles communautaires disparaissent dans nos villages. Parce que les écoles communautaires dans les villages... Les remplacer par quoi? Mais pour que l'État prenne en charge l'école. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui prend en charge l'école dans les milieux les plus défavorisés. Et ça veut dire que vous allez supprimer les écoles privées aussi? L'État paye une partie, mais c'est les populations qui sont obligées, les parents d'élèves qui sont obligés de cotiser pour payer l'enseignant. L'État ne fait que payer les compléments. Donc, dans les zones où les gens n'ont pas du tout les moyens, les gens n'ont pas à manger, donc c'est dans ces zones qu'on demande effectivement aux populations de payer pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Je pense que c'est injuste. La Constitution du Mali dit que l'éducation est un droit pour chaque enfant et que l'État a le devoir de prendre en charge. Donc, avec nous, l'école sera obligatoire et gratuite, surtout pour les milieux les plus pauvres. Donc, il n'y aura pas d'école privée aussi? L'école privée, c'est un choix. Si tu vas dans mon village à Bamba, il n'y a pas d'école privée. Il faut être à Bamako pour savoir, ou bien dans les grandes villes pour connaître les écoles privées. Les écoles privées, si vous partez aujourd'hui à Sibrifina, dans le cercle de Sikasso, on ne va pas vous parler d'école privée là-bas. Qui peut aller payer pour son enfant là-bas? Si vous partez aujourd'hui à Djombolo, à Bayangara, qui va vous parler d'école privée là-bas? Qui a les moyens de payer une école là-bas? Oui, mais au moins, il y a des écoles privées dans beaucoup de localités. Les privés est important dans notre pays. Aujourd'hui, le privé mobilise pour l'enseignement secondaire général
plus de 70% de nos effectifs. C'est une option prise par l'État, mais ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas confondre le privé, l'école communautaire et l'école publique. Monsieur Guino, j'ai envie de comprendre, comme beaucoup d'auditeurs, vous êtes pour la suppression des écoles communautaires. Je suis pour l'érection de toutes ces écoles communautaires. Mais vous êtes pour la promotion des écoles privées. Ce que certains ont appelé deux écoles au Mali, l'école des pauvres et l'école des riches. Donc vous voulez maintenir l'école des riches, pour reprendre le terme de certains Maliens, et supprimer les écoles communautaires. Expliquez-nous concrètement non, en réalité, en quoi réside votre choix. Aujourd'hui, lutter contre les inégalités ne veut pas dire d'appauvrir ceux qui ont les moyens d'aller dans les écoles privées. Il s'agit de soutenir ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans ces écoles privées et qui n'ont même pas les moyens d'aller dans une école publique. Ce n'est pas tous les Maliens qui ont la chance d'aller dans une école publique. Voyez-vous. Il y en a qui vont dans des écoles communautaires, dites communautaires. Et dans ces écoles, leurs parents sont obligés de payer pour eux. C'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de transformer ces écoles communautaires, qui aujourd'hui sont à la charge des parents d'élèves, les transformer en écoles publiques pour que l'État au moins puisse prendre en charge les frais de formation et que les parents, puisque beaucoup de déscolarisation aujourd'hui, beaucoup de parents sortent leurs enfants des classes parce que tout simplement n'ont pas l'argent à la fin du mois pour payer l'enseignant. Est-ce que dans votre projet de société, il est prévu de vous débarrasser de la NEF, la nouvelle école fondamentale que vous savez, nous sommes pour une refondation totale du système éducatif. Refondation totale. Est-ce que vous approuvez cette NEF? L'éducation nationale du Mali doit véhiculer d'abord les valeurs culturelles du Mali. Aujourd'hui, si le Mali se perd, c'est parce que tout simplement, il y a certaines valeurs fondatrices. Il y a certaines valeurs que nous défendons aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous débarrasser de la NEF, la nouvelle école fondamentale? Vous savez, cette nouvelle école fondamentale, ça, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu plus que tout ça. Il n'y a plus de nouvelle école fondamentale. Vous parlez de toujours la scolarisation de masse. Honnêtement, il y a aujourd'hui toutes sortes d'expérimentations dans nos écoles. Monsieur Manguindo, est-ce que vous comprenez? C'est pas la NEF là dont vous parlez. Projet de société. Ça, c'est même dépassé. Oui, il y a beaucoup d'autres qui ont été créés après ça. Maintenant, il se trouve que... Pour certains observateurs, le mal est parti de cette NEF-là. Bon, le mal, pour moi, le mal, il est parti par aussi manque d'anticipation. Nous avons une population galopante. Nous avons un fort taux de natalité. Nous avons des ressources qui n'ont pas avancé. Nous avons un pays en crise. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont convergé pour que, en tout cas, nous soyons aujourd'hui dans cette situation. Je pense que ça peut aussi être un manque, c'est-à-dire de vision. Mais quelle est la place des femmes et des jeunes dans votre projet de société? Et même au niveau des jeunes, nous faisons la différence entre les jeunes. Pour nous, il y a les jeunes ruraux qui sont les plus nombreux et les jeunes diplômés. Les jeunes ruraux sont les plus nombreux. Aujourd'hui, dans toutes les politiques, effectivement, on parle de cette jeunesse diplômée, mais on parle rarement des ruraux. Et ce que nous comptons faire, c'est d'abord de faire en sorte que le développement rural, en tout cas, soit renforcé. Développer aujourd'hui, soutenir le développement rural, c'est aussi soutenir les plus faibles. C'est soutenir les revenus les plus faibles. Le développement rural, moi, je le vois pas seulement en termes d'agriculture. Je ne le vois pas seulement en termes d'élevage. Je ne le vois pas seulement en termes de pêche. Je le vois même en termes de désenclavement. Je le vois en termes d'alphabétisation. Le développement rural est transversal. Donc, il faut faire en sorte que l'essentiel, en tout cas, nous irons à 20%. Aujourd'hui, le développement rural est à 15%. Nous irons à 20%, c'est-à-dire de notre budget national pour le développement rural. Vous savez, en allant dans ce sens, on va non seulement donner la chance aux paysans de vivre de leur travail, mais aussi, on pourra se donner la chance de développer l'agro-industrie. Et cette agro-industrie créée autour des champs, en amont et en aval des champs, peut permettre à notre jeunesse rurale aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas se retrouver dans la mer, de ne pas se retrouver, c'est-à-dire dans des situations que vous connaissez. Mais qu'allez-vous faire concrètement pour les femmes? Et donc, nous allons former les femmes dans des métiers porteurs. Nous allons les former dans des métiers porteurs. Nous allons faire en sorte que les acquis soient préservés. Sinon,
consolidée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui sont votés en faveur des femmes. Mais ces textes, aujourd'hui, encore souffrent d'application correcte. Nous ferons en sorte que tous les textes aujourd'hui créés pour aider la femme soient exactement appliqués. Nous avons prévu de créer et de faire en sorte que dans notre gouvernement, 35% des membres soient des jeunes filles et des jeunes hommes de moins de 45 ans. Okay. Monsieur Guindo, le temps, il nous reste moins de 10 minutes. Et votre projet de société annonce beaucoup de chantiers, mais on a très peu parlé de la relance économique. Qu'est-ce qui est prévu pour la relance économique, pour donner à l'économie malienne une capacité de soutenir ces chantiers que vous annoncez? Vous savez les chantiers que j'ai annoncés, je dirais, sont les moins coûteux. D'abord, nous ferons en sorte que le train de vie de l'État, ça fera partie des mesures fortes que nous allons prendre quand nous serons élus. C'est d'abord de faire en sorte que le train de vie de l'État soit significativement réduit. En quoi faisant? En quoi faisant? D'abord en voyant le parc. Aujourd'hui, nous savons, le parc auto, c'est que le parc auto, le carburant et l'entretien de ce parc-là coûtent à l'État. Vous partez au Rwanda, j'ai été au Rwanda, ce n'est pas comme ça. J'ai été dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Donc nous pouvons substantiellement réduire le train de vie de l'État. Mais ce n'est pas ce qui va développer l'économie. Ce que je vais vous dire, c'est que notre économie, effectivement, pour la relance de l'économie, c'est encore sur le développement rural que nous allons axer notre action. C'est de renforcer l'agriculture, c'est de renforcer l'élevage, c'est de renforcer la pêche, c'est de faire en sorte que dans notre pays, on puisse avoir de la plus-value en transformant certains de nos produits sur place. Il faut que ce soit une réalité parce que les discours ont été beaucoup tenus. Tout le monde vous dira on va le faire, Mais d'ailleurs, c'est ce qui a détruit en fait la confiance entre les politiques et le peuple. Donc, il s'agira effectivement d'aller à ces investissements pour permettre à l'économie malienne de fonctionner. L'économie malienne est basée essentiellement sur cela. Donc, ce faisant, en développant l'agriculture, on développe déjà la petite industrie. Et le secteur minier, monsieur le ministre? Le secteur minier, le Mali, je pense que a très peu à envier aujourd'hui en termes de richesse minière. Mais est-ce que vous contrôlez, vous, président de la République, arriverez-vous à contrôler l'or qui sort du Mali pour l'étranger? Je pense qu'aujourd'hui, même pour les sociétés qui extraient l'or ici, ils savent très bien que pour la durée, pour le climat social, pour leur permettre eux-mêmes de travailler en paix, il est important qu'il y ait une bonne répartition de ces ressources-là. Une bonne répartition de ces ressources garantira la pérennité, eux, de leur présence, de leurs actions ici, mais aussi, c'est-à-dire la pérennité du partenariat. C'est-à-dire aujourd'hui, personne n'a à gagner, à vouloir, c'est-à-dire faire les jeux doux avec des compagnies minières, souvent par la corruption. Très souvent, ce qui doit aller à l'État, c'est-à-dire se retrouve dans les poches. Ce n'est pas parce que ce n'est pas fait, mais très souvent, c'est parce que les gens préfèrent, en fait, signer des mauvais contrats pour avoir eux-mêmes certains pourcentages au détriment de l'État. Il n'y a pas que le secteur minier. La corruption gangrène presque tous les secteurs. Et aussi, le Mali est presque minoritaire comme actionnaire dans beaucoup de multinationales. Est-ce que par quelle baguette magique est-ce que vous allez renverser cette tendance? Je pense que, vous savez, on ne va pas renverser, on va moraliser. Nous allons moraliser. Vous savez, tout dépend, comme je l'ai dit, tout dépend du chef. Tout dépend du chef. Vous serez un chef exemplaire? Je serai un chef exemplaire. Je serai un chef exemplaire comme je l'ai été partout où j'ai exercé une fonction publique. Que ce soit en tant que député, que ce soit en tant que ministre, mais que ce soit en tant que simple citoyen, je ferai en sorte d'être un dirigeant exemplaire. C'est pourquoi c'est cet exemple qui m'a amené en me disant,
On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on se soucie pour les Maliens. On ne peut pas dire aux Maliens de voter pour soi qu'on veut régler l'école, de voter pour soi qu'on veut régler la santé, et au même moment sortir ces enfants du système pour les amener ailleurs. Ça, c'est déloyal. C'est de la déloyauté. Mon premier garçon, il a 14 ans. Voyez-vous, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai pensé à être candidat, que j'ai songé, c'est-à-dire à laisser mon enfant à Sikasso. Mon enfant n'a jamais été scolarisé à Bamako ici. Contrairement, c'est-à-dire à beaucoup. Donc je pense que le dirigeant, c'est d'abord l'exemplarité en la matière. Monsieur Guino, je reviens sur... Il faut moderniser notre administration. Aujourd'hui, les circuits sont trop longs. Et les circuits permettent effectivement, c'est-à-dire cette corruption, de grandir. Il faut avoir le courage de moderniser. Vous avez beaucoup parlé de la réduction des inégalités. Et je reprends le terme, comme on le dit, vous, président de la République. Comment allez-vous faire pour augmenter la production, le pouvoir d'achat des ménages et faire en sorte que ce que certains appellent la croissance économique puisse profiter à tous les Maliens? Mais c'est cela. C'est en investissant dans les secteurs, c'est-à-dire occupés par les plus pauvres. De manière plus précise, concrètement, comment vous allez réinvestir cette richesse-là? De façon plus précise, je vous dis que nous irons à 20% pour le développement rural. Aujourd'hui, le Mali accorde 15% de son budget au développement rural. Nous irons à 20%. C'est pour davantage soutenir les paysans. Réduire l'inégalité, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, les plus pauvres sont qui? C'est d'abord nos paysans. C'est ensuite nos ouvriers. C'est ensuite nos petits commerçants qui se trouvent dans les marchés. Il s'agit de soutenir ces petits commerçants. Il s'agit de soutenir l'entrepreneuriat. Je vous ai dit que moi-même, j'ai connu ces difficultés. Donc, il s'agit pour moi aujourd'hui de soutenir les maillons les plus faibles de la société. En leur accordant des crédits ou bien en quoi, ou en leur distribuant de l'argent. L'action concrète, c'est ça. L'action concrète, aujourd'hui, accompagner le développement rural, c'est quoi? C'est d'abord de continuer la politique de subvention des engrais. Donc, la renforcer. Mais cette fois-ci, c'est de faire en sorte que cet argent ne reste pas dans les poches à Bamako ici. Vous vous promenez dans tout le Mali, vous ne verrez pas un seul sac d'engrais sur lequel il est écrit « engrais subventionné ». Nous savons comment ça se passe pour la plupart. Alors, très souvent, moi je suis du milieu rural, très souvent je vois des acteurs qui se déplacent, ça va vous paraître bizarre, qui se déplacent, qui vont dans un village, qui disent, bon, prenez 200 000 francs, signez un papier pour dire que vous avez reçu 2 tonnes d'engrais, ou bien 10 tonnes d'engrais, ou 100 tonnes d'engrais. Donc, il y a un bordereau de livraison qui est signé. Ces bordereaux de livraison revenus ici, alors avec ça, on va à la BNDA, on prend les 50%, donc, ou le montant de la subvention de l'État. Voici comment ça se passe. Très souvent, l'engrais n'est pas sur le terrain. Nous ferons en sorte que les populations soient réellement bénéficiaires, c'est-à-dire de ces actions publiques-là. Très bien, M. Guindo, il nous reste pratiquement 1 minute pour terminer. Une dernière question. Irez-vous à Kidal faire campagne? J'ai prévu d'aller demain à Kidal, demain mercredi, sur l'invitation de mes amis et aussi... Lesquels? De mes amis de certains responsables de la SEMA, certains responsables de la... Il y a Ansardine aussi à Kidal, donc préciser c'est quel... Bon, moi je ne sais pas je ne pense pas qu'Ansardine soit à Kidal, moi je ne sais pas. M. Guindo, vous n'estimez pas que c'est une violation de la souveraineté du Mali Vous n'estimez pas que c'est une violation de la souveraineté du Mali que d'aller à Kidal sur invitation de la SEMA par exemple? Je pense que la SEMA n'a jamais renoncé, c'est-à-dire au Mali. La SEMA, l'accord qui a été signé n'amène pas la SEMA à renoncer, c'est-à-dire à l'identité malienne. Non. Par contre, l'accord consolide l'unité nationale et peut demain, c'est-à-dire s'il est appliqué, renforcer la cohésion sociale. Et la décentralisation aujourd'hui, poussée ou renforcée dont on parle, je pense que est inévitable si nous voulons réellement aujourd'hui permettre à nos populations à la base vraiment de sortir de cet état centralisé trop fort et qui a toujours, n'a pas toujours été à l'attente des populations.
Monsieur Hussein Guindo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Grand Dialogue. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. À demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.